Tu me suis? Tu me suis bien, cousin? Ok. Je suis déjà sur partage, mais je clique sur écran. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous me suivez bien. Il est 19 heures. Le rendez-vous pour notre rencontre. J'ai le nombre là total de 5 participants. Tout à l'heure, nous étions 7. Les autres, certainement, traînent encore le pas.
Donc, on peut commencer juste en faisant un signe, en attendant que les autres nous rejoignent. Donc, si vous êtes là, faites juste un signe si vous suivez, en activant votre micro, juste en dessous. Je vois là que tous les micros sont interrompus. Docteur Itaga, vous êtes avec nous? Et je vous suis bien. J'espère que vous aussi me suivez. Oui, oui, nous vous suivons très bien, merci. Je vois notre Barbara et Vega, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je vous suis. Ah, merci. Bonsoir. Bonsoir, nous vous suivons très bien. Euh, nous voyons également d'autres participants, notamment Lucrèce Diatsa, Joseph et Vega. Si vous nous suivez, faites juste un signe. Je vous suis, je vous suis. Ok, merci, nous vous suivons aussi. OK. Mhm. Alors, n'hésitez pas de temps en temps, lorsque vous avez quelque chose à dire, contrôlez votre micro s'il est activé. S'il ne l'est pas, nous ne pourrons pas écouter. Toutefois, pendant les présentations, nous allons solliciter que durant les présentations, que vous puissiez interrompre, ne serait-ce que votre micro, pour que ça n'interfère pas avec les différentes présentations. Alors, on va pas traîner beaucoup plus longtemps. Je suis Armel Junior Mbok, physiologiste de formation et PhD depuis 2022, l'année à laquelle euh, le combat a été retracé dans la lutte contre la drépanocytose. Et c'est pour cette raison que ce soir, je représente Red Emma Cameroun, qui est l'organisme qui accueille cet événement. Le thème choisi cette année au cours de cette quatrième session porte sur la drépanocytose en milieu hospitalier, l'urgence d'un protocole adapté, comme vous l'avez reçu certainement sur le flyer et comme vous pouvez apercevoir sur votre écran, l'écran partagé. Alors aujourd'hui, nous allons travailler autour de trois sous-thèmes. Nous allons parler des crises vaso-occlusives et leur méconnaissance hospitalière, parce que ceci représente un risque pour la vie du patient. Nous allons parler des soins sur mesure, notamment pourquoi est-ce que le protocole hospitalier du drépanocytaire ne peut être le même que tout le monde. Et enfin, nous allons présenter les urgences drépanocytaires, comment éviter l'errance thérapeutique dans nos hôpitaux. Euh, la politesse voudrait que nous adressions nos salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui ont pris la peine de nous rejoindre ce soir. Je vais quand même essayer de relever un certain nombre de faits. L'innovation cette année, c'est que lorsque vous participez, nous produisons une attestation de participation que nous allons vous envoyer. Donc, il est important de se connecter par son identifiant correct parce que c'est celui-là que nous allons utiliser pour produire l'attestation. Restez concentrés, ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas. Nous n'avons qu'une heure et c'est vital. Ce sera intéressant. Euh, Autre chose, les trois présentations seront faites par des intervenants qui, je vais pas dire, sont des suprêmes dans le domaine. Nous sommes là dans le cadre d'échanger. Nous sommes là pour échanger, ce qui fait que c'est un partage. Mais ces trois-là ont été choisis car étant déjà suffisamment outillés pour pouvoir défendre les thèmes qu'ils vont présenter ce soir. Donc, l'échange sera avec tous les participants et chacun peut apporter sa modeste contribution dans la lutte contre la drépanocytose. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes. Tout de même, je vous dis, nous serons avec Dr Itaga Noël Babayana, physiologiste, euh, sortant de l'université de Douala.
Nous serons avec Madame Evega Elele Barbara, étudiant en quatrième année, médecine, Yaoundé 1, et moi-même, physiologiste, sortant de l'Université Douala également. Et au terme de cette première partie qui visait à présenter le panel et à accueillir les invités, nous allons passer immédiatement à la première présentation. Sauf si parmi les invités, quelqu'un aurait, je sais pas, une recommandation, une sollicitation. Nous sommes à votre écoute. À défaut, nous allons passer la parole au docteur Etaga pour commencer la première présentation. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Oui, docteur, nous vous J'espère écoutons. que vous m'écoutez. Ok, d'accord. Oh, merci, docteur Ok, Etaga. ok, ok, ça va. Je vais, comme ça, vous entretenir sur le premier thème qui est intitulé Crise vaso-occlusive et une connaissance hospitalière, risque pour la vie des patients. Alors, ce thème est très intéressant et très édifiant. Lorsque on me l'a proposé, j'ai eu rapidement envie de me retrouver avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec l'introduction par le contexte. Très souvent, on constate que bon, nous sommes dans un contexte qui est dominé par la célébration mondiale de la drépanocytose. Et la drépanocytose, c'est quoi? C'est une maladie génétique, sinon la maladie la plus répandue dans le monde, avec des complications aiguës dont nous connaissons tous, parmi lesquelles les crises vaso-occlusives. Et les crises vaso-occlusives sont mal comprises dans de nombreux établissements sanitaires et même dans le commun des mortels. Alors, c'est quoi le problème en fait? C'est le fait que très souvent, les patients arrivent les patients arrivent en crise dans des services d'urgence et malheureusement ne reçoivent pas un traitement adéquat ou encore ne sont pas rapidement pris en charge, parfois du fait de la formation des équipes traitantes. Alors, nous ne saurons parler des crises vaso-occlusives si nous ne savons pas ce que c'est qu'une crise vaso-occlusive. Alors, les crises vaso-occlusives, en fait, c'est quoi? C'est le fait de l'obstruction des petits vaisseaux par des globules rouges falciformés ou des globules rouges en forme fossile, ce qui va entraîner une ischémie tissulaire et des douleurs atroces. En réalité, qu'est-ce qui explique cette douleur-là? C'est que généralement, lorsque l'hématie n'est plus biconcave, c'est-à-dire n'est plus ronde, elle a du mal à se déplacer et arriver au niveau des vaisseaux, généralement au niveau des bifurcations des vaisseaux, ces hématies vont stagner là-bas et vont adhérer au niveau de la paroi de l'endothélium. Et celles-ci, les cellules endothéliales, vont commencer donc à produire des, des molécules pro-inflammatoires et des médiateurs de la douleur, d'où les douleurs qu'on observe chez le patient. Bon, si ce n'était que la douleur, c'est grave. Mais sauf que cette douleur-là, derrière cette douleur, se cachent des,
un mal-être atroce, parmi lesquels des douleurs intenses, comme je dis, des lésions tissulaires, des risques, comme on peut dire, vitaux lorsque le traitement est, lorsque la prise en charge s'est faite tardivement. Alors, je vais illustrer mon propos à travers un exemple d'une adolescente de 16 ans qui arrive aux urgences avec une douleur cotée à 9 sur 10. Mais seulement, faute de reconnaissance, cette dernière peut attendre 2 heures. Parce que chez nous, comment on appelle ça, dans notre société, si tu viens, tu pleures la douleur, on va te répondre à la douleur hospitalière, ah si, ah, la douleur ne tue pas. Mais seulement, on se rend compte que chez le drépanocytaire, c'est pas le cas, on va se constater que son état va se dégrader et ce sont des situations qui sont très fréquentes. Alors, de cette histoire ou de cet exemple se dégage un constat inquiétant, celui de la méconnaissance hospitalière. La méconnaissance hospitalière peut être due à quoi? À une confusion entre la crise du drépanocytaire et la toxicomanie ou encore une simulation. Et ce premier point me pousse à vous raconter une anecdote vécue à l'université de Douala, où une drépanocytaire dont je peux faire taire le nom s'en va composer. Et lorsqu'elle monte la colline de 17, ceux qui connaissent la nouvelle localisation de la faculté des sciences de l'université de Douala, lorsqu'elle arrive là-bas, elle arrive au niveau de la salle de compo, elle est toute transpirante, elle est même en situation de détresse respiratoire. Le suivant lui dit, Mademoiselle, vous êtes en retard, ne faites pas comme si vous voulez déjà mourir, on s'en fout. Imaginez un peu si c'est vrai. Parce que très souvent, on pense que ce sont des simulations alors que la personne a mal dans sa chair. Deuxièmement, la méconnaissance peut s'expliquer par les préjugés culturels et sociaux. Parce que très souvent, chez nous, on pense, on assimile cela à de la sorcellerie, et j'en passe. Et troisièmement, la méconnaissance peut être due à l'absence d'un protocole spécifique dans les services d'urgence, c'est-à-dire un protocole propre aux drépanocytaires en crise. Et ça, je ne sais pas si dans une structure hospitalière de notre pays ou bien en Afrique noire, il y en a, mais je pense que c'est un problème, un sérieux problème. Alors, ceci me pousse à directement m'interroger sur notre système. Et mon interrogation m'envoie faire un diagnostic sur le cas de notre système et cela fait état de ce qu'il y aurait des failles, notamment au niveau du personnel qui très souvent est ignorant de la situation de crise du drépanocytaire. Et cela peut aussi expliquer le fait que lorsqu'un drépanocytaire arrive dans les services d'urgence, qu'on ne sache pas le prioriser dans le tri. C'est le deuxième point. Et enfin, la faille réside aussi au niveau de du retard dans l'administration des analgésiques. Parce que ici, le point de départ des crises vaso-occlusives, ce sont des douleurs. Et donc, si on ne peut pas prendre en charge le drépanocytaire par l'inhibition de cette douleur, là, on est sûr qu'on n'est pas en train de l'aider. De cette faille, nous pouvons donc
objectiver sur la reconnaissance et la prise en charge rapide. Pourquoi est-il vital une prise en charge rapide? La prise en charge rapide est vitale parce que lors d'une crise sur le drépanocytaire, chaque minute compte. Chaque minute compte parce que plus on perd le temps, plus nous sommes en train de voir les éventualités des nécroses. Et qui parle de nécrose parle de lésions importantes des organes, parmi lesquels les organes vitaux. Voilà pourquoi est-ce que c'est vital de prendre en charge le drépanocytaire. C'est vital de prendre en charge parce que ici, il faudrait prendre au sérieux les douleurs que le gars ressent. Et donc, nous pouvons donc dire ici que toute douleur extrême sur le drépanocytaire est une urgence au même titre qu'un infarctus, parce que nous ne devions pas sous-estimer ou simplifier une douleur chez un drépanocytaire. Parce que la douleur chez le drépanocytaire peut être comme l'arbre qui cache la forêt. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, quelles sont les propositions concrètes? Nous pensons en premier à un plan d'urgence standardisé, c'est-à-dire fiche de réflexes pour les équipes, c'est-à-dire un protocole immédiat pour le traitement de la douleur. Parce que en réalité, il faudrait, il faudrait vraiment stopper la douleur parce que c'est ça qui fait souffrir le drépanocytaire. Il faudrait un triage spécialisé, c'est-à-dire signaler automatiquement un patient drépanocytaire à l'accueil et le prioriser dans la prise en charge. De même qu'on forme les urgentistes pour d'autres cas, il est aussi important, voire urgent, de former les urgentistes sur des questions de crise chez le drépanocytaire. Et enfin, procéder à une formation continue du personnel hospitalier, y compris en recyclage, parce que c'est vraiment urgent. Avant de passer à la conclusion, permettez-moi aussi de vous faire une autre proposition, parce que chez nous, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Alors, puisque généralement, les crises vaso-occlusives, enfin, les complications dues aux crises vaso-occlusives sont dues au fait que les cellules de l'endothélium produisent des molécules pro-inflammatoires et des médiateurs de la douleur qui seraient importants pour le drépanocytaire. D'avoir une alimentation saine, c'est-à-dire introduire dans son alimentation des éléments qui vont permettre d'étouffer, d'inhiber la production de ces médiateurs et de ces molécules pro-inflammatoires. Ça voudrait dire, il faudrait que le gars intègre dans son alimentation les fruits, les légumes qui sont riches en vitamine C, riches en antioxydants et riches en anti-inflammatoires, qui sont des substances ici capables de se fixer à ces euh, molécules-là et inhiber par la suite l'état inflammatoire qui va se produire et la douleur qui est sur le point de s'installer. À côté de ces fruits, il faut aussi consommer des poissons, car ces derniers sont riches en acides gras insaturés, notamment les oméga 3, qui ont la capacité de se lier avec ces molécules-là et annuler la situation inflammatoire. Il est aussi recommandé aux drépanocytaires
une forte hydratation et une bonne oxygénation parce que ce sont ces éléments-là qui vont lui permettre de prévenir ces, cette situation. Alors, arrivé donc au thème de ma présentation, je peux dire, sans risque de me tromper, que chaque crise mal prise en charge est une atteinte à la dignité du patient et un risque vital pour ce dernier. Appeler à l'action, c'est-à-dire nous mettre en place une réponse hospitalière rapide, humaine, efficace, capable de faire face de manière efficiente aux crises vaso-occlusives. Disons-le ainsi, parce que le drépanocytaire n'a pas besoin de notre pitié, mais a besoin de notre compétence, de notre rapidité et surtout de notre respect. Sur ce, je vous remercie. Merci, merci, docteur Itaga, pour cette présentation. Comme le veut notre programme, nous allons passer à la phase d'échange. Est-ce qu'il y a des questions? On peut noter rapidement. Ceux qui en ont peuvent les poser. Docteur Itaga est à votre disposition. Si vous sollicitez parler et que vous vous rendez compte que du moins que nous ne vous suivons pas, contrôlez votre micro, peut-être qu'il est fermé. Alors, moi, j'ai plutôt un petit commentaire. C'est vrai que si quelqu'un a une question, on pourra revenir là-dessus. On peut poser des questions déjà à tout moment, ça, il faut le savoir. Mais nous avons 2 minutes de prévu pour des questions concernant la méconnaissance hospitalière des crises vaso-occlusives. Alors, docteur Itaga, j'ai assisté à un symposium hier. Notons-le déjà, ce mois, c'est le mois de la lutte contre la drépanocytose, dont les activités sont un peu partout. Alors, on a relevé un certain nombre de faits, je ne vais pas dire surprenants, mais qu'il faut partager. Parce que le drépanocytaire connu, déjà est négligé. Combien de fois celui qui n'est pas connu? C'est-à-dire, imaginez un enfant qui fait régulièrement le paludisme. À chaque fois on soigne, ça revient. Comme on aime souvent dire, on a soigné, on a tout fait, ça revient. Et alors là, le docteur Eposé a insisté en disant, lorsqu'on a ce genre d'enfant, il faut faire son examen d'électrophorèse. Donc, c'était juste pour attirer l'attention en disant, cette méconnaissance hospitalière, si déjà le drépanocytaire subit celui qui a un statut connu, il n'arrive pas à se défendre ou à défendre son droit de priorité en milieu hospitalier. Combien de fois celui qui ne sait même pas qu'il est drépanocytaire? Donc, s'il y a des questions, vous pouvez vous signaler. Vérifiez juste si votre micro il est activé et vous demandez à prendre la parole tout simplement. À défaut, si c'est à la fin que vous êtes inspiré, vous avez une question, n'hésitez pas à poser. Voilà, pour l'instant, pas de réaction pour l'instant. Alors, à la question de savoir, lorsqu'on réclame le droit de priorité pour le drépanocytaire, lorsqu'on réclame que ce dernier bénéficie d'une certaine priorité en milieu hospitalier, c'est pour quelle raison? C'est la question à laquelle devra répondre mademoiselle Evega tout à l'heure, en expliquant pourquoi est-ce que les soins administrés aux drépanocytaires ne devraient pas être faits de la même façon que chez tout type de patient.
Donc, en attendant que les prochaines questions, chacun peut noter. Vous pouvez avoir votre petit calepin. Moi, j'ai le mien. C'est là où je prends toutes les notes et un stylo. Donc, même à la fin, si la question vous revient, n'hésitez pas à la poser. À la poser. Sinon, on va, dans le souci de suivre notre programme, passer cet intermède et continuer à la deuxième présentation. Je sais pas si notre panéliste, Barbara, elle est déjà prête. Oui, oui, je suis prête. D'accord. Alors, nous vous confions le panel. Vous pouvez faire le partage. D'accord, un instant. Mhm. Hmm, hmm. Ok. Bonsoir à tous Bon. et merci docteur de me donner la parole. Je suis Evega Barbara, étudiante en médecine bucco-dentaire et par ailleurs, oui, étudiante en médecine bucco-dentaire à la faculté à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé. Ma présentation du jour portera sur les soins sur mesure, pourquoi le protocole hospitalier du drépanocytaire ne peut être celui de tout le monde. Bon, l'objectif de la présentation, ce sera de valoriser une approche centrée sur le patient, intégrant tous les paramètres cliniques et sociaux pour ajuster les décisions médicales. Nous suivrons le plan ci-dessus en commençant par une brève introduction. Nous aborderons la justification de l'inadaptation du protocole unique chez le patient drépanocytaire, puis les précautions lors de la prise en charge des patients. Nous enchaînerons avec les différentes innovations dans ce domaine, ainsi que les bénéfices attendus, et nous terminerons par une conclusion. Nous dirons donc que comprendre les réalités du patient représente un enjeu crucial pour tout praticien. La drépanocytose, que ce soit en pratique courante, c'est-à-dire au niveau de la médecine générale ou au niveau même des spécialistes, présente toujours des difficultés au niveau de la prise en charge de ces patients. La question qu'on se pose donc, c'est de savoir est-ce qu'on peut réellement appliquer un même protocole hospitalier à tous les patients drépanocytaires, indépendamment de leur âge, vécu, environnement. La réponse est non. Sur quoi nous basons-nous pour dire qu'un protocole unique est inadapté ici? Il serait logique de se demander pourquoi X protocole fonctionne avec Y, mais pas avec Z. La réponse est simple. Nous sommes tous des individus, nous avons nos faiblesses, nous avons nos forces. Ces forces déterminent nos réalités quotidiennes. Nous nous consacrons uniquement au cadre des drépanocytaires ici. Parce que même à leur niveau, nous nous rendons bien compte que, certes, ils sont classés parmi le groupe drépanocytaires, mais chacun a a ses spécificités. La maladie se présente avec certains caractères ou certaines manifestations en fonction des individus. C'est ainsi que nous allons évoquer comme paramètre important l'hétérogénéité clinique qui montre ici, par exemple, que nous avons des patients qui vont se retrouver en train de faire des crises vaso-occlusives fréquentes et d'autres qui en feront très peu, mais qui, à contrario, vont se retrouver avec des complications organiques graves. On entend par complications organiques graves ici les problèmes au niveau de leur foie, au niveau de leur rein ou bien au niveau de la rate, entre autres problèmes. Ainsi, comme autres paramètres, nous aurons également les facteurs individuels influençant cette prise en charge-là. On peut noter l'âge de l'enfant, par exemple, qui, contrairement à l'adulte, on va se rendre compte qu'ils n'auront pas les mêmes besoins. Nous aurons les comorbidités, à l'instar des infections, des AVC, parce qu'il y a effectivement des patients drépanocytaires qui se retrouvent en train de faire des AVC.
toujours suite à ces crises vaso-occlusives-là. Nous aurons également l'insuffisance rénale, entre autres. Nous aurons des patients qui vont présenter une fréquence des crises, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus élevée par rapport aux autres. Et nous aurons également le paramètre vécu psychosocial qui influencera la prise en charge des différents patients. Parce qu'en famille, selon la manière dont la maladie est vécue, par exemple en famille, on va se rendre compte que certains patients seront beaucoup plus, qui ont reçu peut-être beaucoup plus d'amour, seront beaucoup plus enclins à bien suivre les soins, à être beaucoup plus en santé que ceux qui sont, entre guillemets, maltraités et qui ont des difficultés sociétales. Bon. Concernant les précautions dans la prise en charge du patient drépanocytaire, de manière générale, nous avons l'hydratation. L'hydratation consiste à faire quoi? On va voir chez la plupart des drépanocytaires, on va dire, vous devez boire de l'eau, constamment de l'eau, d'accord. Ça consiste à augmenter l'hyperviscosité sanguine pour éviter justement qu'il y ait cette fréquence de crise-là, qui est souvent due à ce manque de fluidité du sang. Et on peut donc atténuer cela avec la consommation de beaucoup d'eau. Il s'agit également de gérer en pratique courante la gestion du risque infectieux, la gestion de la douleur et gérer la température et les changements environnementaux. Pourquoi? Parce qu'au niveau du risque infectieux, par exemple, le retard de prise en charge qu'un patient lambda peut facilement encaisser au niveau du patient drépanocytaire, comme le docteur Itaga était en train de le dire tout à l'heure, et il y aura des risques de plus graves complications avec des risques de nécrose, entre autres. Gestion de la douleur, parce qu'effectivement, elle est très sous-estimée chez les drépanocytaires, vu que c'est leur quotidien de se plaindre de la douleur. On a l'impression que c'est évident et que ces douleurs-là, parfois, ils les exagèrent à leur niveau. La gestion de la température et des changements environnementaux, là, on peut prendre l'exemple classique de la clim, par exemple, dans les différents services, où facilement, patient lambda, il va venir là, il y a la clim, ça passe sans problème. Patient drépanocytaire va venir facilement faire une crise à cause de cette température-là. Nous allons également évoquer comme paramètres les précautions à prendre lors de la prise en charge du patient drépanocytaire, l'oxygénation. Parce que avec leur risque élevé de crise, il y a ce problème-là de désaturation qui revient fréquemment, d'où la nécessité de toujours avoir à disposition tout ce matériel d'oxygénation-là. Également en post-opératoire, que ce soit après une chirurgie ou bien en cas de besoin de transfusion sanguine, il est toujours important de surveiller le patient beaucoup plus que les autres parce qu'il peut développer rapidement un stress qui influencera l'effet de cette transfusion sanguine-là ou de la chirurgie qu'il vient de subir. Il y a bien évidemment la psychologie et niveau éducationnel également. Bon. Nous avons tenu à évoquer les erreurs fréquentes prises faites lors des soins bucco-dentaires, vu que c'est notre domaine. Et nous évoquerons ici le fait de négliger l'impact de la maladie sur la santé bucco-dentaire. Pourquoi? Parce qu'on se rend facilement compte que quand le patient, à l'entrée du patient, ce qu'on se retrouve généralement en train de faire, c'est l'identifier, prendre les différents paramètres, prendre l'histoire peut-être de la maladie, ce qui l'amène, pourquoi est-ce qu'il a mal, parce que c'est généralement ça qui amène la plupart des patients au cabinet dentaire, la douleur. Donc, quand ce n'est pas peut-être ces soucis-là, nous aurons peut-être des caries ou les maladies parodontales qui peuvent également les amener. Mais contrairement aux patients lambda, lorsque ceux-ci se retrouvent en train de venir au cabinet dentaire, nous ne devons pas traiter leur pathologie comme étant simplement peut-être une maladie parodontale ou bien, ou bien une simple carie, mais voir dans cette pathologie-là ou dans cette infection-là, dans cette infection buccale-là, un risque d'aggravation et un risque de complication toujours par rapport à leur crise qui est toujours mise en jeu là. Hormis cela, nous avons également l'utilisation des anesthésiques locaux inadaptés. En pratique courante, les anesthésiques sont généralement soit adrénalinés, donc avec de l'adrénaline, soit sans adrénaline. Donc, à ce niveau-là,
Ceux qui sont préconisés beaucoup plus pour les drépanocytaires, ce sont les anesthésiques locaux, soit avec très peu d'adrénaline, soit avec pas avec ceux qui n'ont pas d'adrénaline. Pourquoi? Parce que l'adrénaline, c'est un vasoconstricteur. Si déjà facilement le drépano sans même avoir un problème particulier, donc ça dit sans administration de médicaments particuliers, il arrive à faire des crises vaso-occlusives, donc qui bloquent ces différents vaisseaux-là. Combien de fois, si on lui administre un médicament qui fait en sorte que ces vaisseaux soit déjà on réduit la taille de ces vaisseaux, que ce soit pour faire des soins classiques ou bien pour faire des soins rapides, ça a un certain impact. Et nous ne devons pas également ignorer le risque d'hypoxie, donc ça fait toujours référence à l'oxygénation. Savoir anticiper les crises occlusives, donc savoir que, OK, j'ai un patient drépano, je peux faire face au problème peut-être d'hydratation, au problème infectieux, au problème de la douleur, au problème de la gestion de la température, des changements. Et également éviter d'administrer des médicaments contre-indiqués, à l'instar des AINS, dans les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Lors de leur prise en charge, également, nous ne devons pas omettre l'antibioprophylaxie, dont les antibiotiques, de manière préventive, surtout chez ceux qui ont une plus grande, ceux qui font facilement les infections. Nous devons considérer le risque de nécrose osseuse, toujours dans le sens où qui dit obstruction d'une voie, d'un vaisseau, dit organe ou bien la partie qui est en deçà, qui n'est pas irriguée et ça crée donc la mort de cette issue-là. Donc, ne pas négliger l'importance de l'hydratation et toujours être en coordination avec le médecin traitant. Comme innovation, nous avons tenu à présenter les innovations dans le contexte camerounais, notamment le plan stratégique national drépanocytose 2025-2030, qui est un programme qui, euh, qui vient du ministère de la Santé via la direction des maladies en collaboration avec la Fondation Pierre Fabre et le GEDRIPACAM et qui établit un plan stratégique national pour lutter contre la drépanocytose et sa phase première va de 2025 à 2030. Donc, nous sommes en plein là-dedans, avec pour objectif le dépistage néonatal, la formation du personnel médical, sensibilisation et coordination multisectorielle. En outre, nous avons le dépistage néonatal et équipement spécialisé de DREPASSI, qui là, c'est un projet mis en place en Afrique centrale avec la Côte d'Ivoire également. Nous avons la formation renforcée des soignants pour diffusion et harmonisation des pratiques au niveau des drépanocytaires, la coordination des structures et réseaux, la standardisation et intégration aux politiques de santé via un document de référence stratégique. On peut dire que les soins ne seront plus simplement, c'est-à-dire ils seront standardisés donc d'un praticien à l'autre, on saura que voici comment est-ce qu'on peut prendre en charge un patient drépano, que nous soyons peut-être hématologues ou pas. Comme autre suggestion d'innovation, nous avons la réalisation des dossiers médicaux dynamiques, c'est-à-dire quoi? Utiliser des plateformes numériques permettant de suivre l'évolution des patients en temps réel avec une traçabilité des crises, des traitements et des hospitalisations des différents patients. Parce que c'est ce problème-ci qu'on a généralement et qui fait en sorte que le suivi du patient au fur et à mesure qu'on lui fait peut-être des soins, que ce soit bucco-dentaire ou dans une autre spécialité, c'est pas évident parce qu'on doit avoir une connaissance du passé du patient. Le plan de soins doit être personnalisé et il sera donc élaboré avec le patient, le médecin référent et potentiellement des assistants sociaux ou psychologues. Et comme autre suggestion, nous aurons le suivi longitudinal par un référent hospitalier parce que c'est toujours bien d'avoir un praticien qui est aguerri à côté d'un patient drépano. Ça permet au patient lui-même d'être rassuré et aux drépano, de manière générale, qu'ils fonctionneront en groupe, de se sentir beaucoup plus compris dans leur prise en charge. Les bénéfices attendus, bien évidemment, pour le patient, ce serait moins d'hospitalisation inutile, une meilleure qualité de vie, un sentiment de reconnaissance et de dignité. Pour le système de santé, une réduction des coûts, parce
que revenir toujours refaire les mêmes examens au drépano et tout, c'est quand même assez coûteux, alors qu'on pourra avoir des, ce suivi de leurs soins, de leurs différentes interventions, que ce soit chirurgicales ou passage au niveau des spécialistes là. Il permettrait d'optimiser pardon, leur prise en charge. Il y a l'optimisation également des ressources hospitalières et la diminution du taux de récidive aiguë, vu que ces récidives-là sont souvent dues à une mauvaise prise en charge. En conclusion, nous dirons donc que la drépanocytose est une pathologie chronique exigeant des soins humains, adaptatifs et individualisés. Un protocole rigide est donc une erreur médicale et humaine. Et nous sommes donc appelés à favoriser une médecine personnalisée, innovante et équitable pour nos patients drépanocytaires. Une prise en charge multidisciplinaire, anticipative et adaptée est essentielle pour prévenir les crises qui leur sont nocives. Merci pour votre aimable attention. Je vais remettre la parole au docteur Mbok pour vos différentes questions. Nous vous écoutons. Merci. Merci pour cette présentation fluide. Je pense que tout le monde a eu le privilège de vous écouter. Et en suivant notre programme, nous passons à la phase d'échange. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous sommes à la deuxième phase d'échange. Nous avons environ 5 minutes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question à poser, consultez simplement votre micro, réactivez-le et prenez la parole quand vous le voulez. À défaut, vous pouvez faire comme tout à l'heure, conserver des questions, mais il est important de les poser quand c'est encore tout chaud. Moi, j'ai suivi beaucoup de choses, et je peux dire que j'ai des questions, mais peut-être à la fin. Mademoiselle Barbara, je vous dis quand même, j'ai suivi quelque chose. On disait que l'hygiène bucco-dentaire était vitale dans la prévention des crises chez le drépanocytaire parce que apparemment beaucoup d'infections passeraient par euh, la bouche, l'alimentation et autres. Donc forcément, je reviendrai là-dessus. Je sais que c'est votre spécialité et je connais votre force. Et docteur Etaga également. Voilà, je vois une main. Quelqu'un a levé la main. Ouais. Quelqu'un aimerait parler. Oui, je vois Lucrèce Diatsa. Vous avez la parole, vous pouvez activer le micro. Oui, je vois la main de Lucrèce Diatsa qui certainement souhaiterait poser une question. Si vous parlez, nous ne vous suivons pas, certainement parce que votre micro n'est pas activé. Vous pouvez l'activer puis vous exprimer. Voilà, à défaut, nous le ferons à la fin. Vous pourrez conserver vos questions. Alors, il y a également, je vais le dire, il y a des faits que il est important lorsqu'on se retrouve dans ce contexte, il y a des faits que nous devons de relever. Actuellement, il y a des solutions qui sont présentées comme concrètes ou satisfaisantes pour le drépanocytaire. Jusqu'à présent, on parlait de greffe de moelle osseuse, mais il y avait beaucoup de complications liées au risque d'infection et le problème de compatibilité. Généralement, il fallait chercher un donneur compatible qui, le plus souvent, devrait être de la même famille que le malade. Et c'était déjà très coûteux. Aujourd'hui, nous avons une solution beaucoup plus satisfaisante qui passe par la thérapie génique. Elle n'a pas besoin de donneur compatible, mais le coût, c'est-à-dire en francs CFA, on estime à plus d'1 milliard de francs CFA. Je dis bien plus d'1 milliard de francs CFA pour un seul patient. Alors, vous comprendrez pourquoi, à défaut d'avoir la possibilité de recourir à de telles solutions, il est important que les méthodes, les moyens que nous avons sur place soient adaptés, c'est-à-dire ne pas les disperser, ne pas perdre en termes de temps, ne pas
perdre en termes de fiabilité ou en termes de qualité pour apporter des soins aux drépanocytaires. Donc, cette présentation était plus qu'importante et vient en droite ligne, je veux dire, accompagner celle du docteur Etaga. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions ou je vois toujours la main levée. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Vous êtes un peu nombreux là. Vous pouvez vous bousculer. Je vois une autre main en dessous. Je dois signaler que les inscriptions que nous avons reçues, pratiquement, elles sont venues de 7 pays, certes des pays africains, et plus de 260 personnes ont manifesté leur intérêt de participer. Même si je ne vois pas encore 260 personnes là, je me dis quand même que celles qui sont là ont des questions à poser. Ok, je vois certains prendre des notes. Certainement, on reviendra à la fin pour poser ces questions. Moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai aussi pris des notes. Donc, sans toutefois tarder, on va donc passer à la troisième présentation. Alors, dans ce contexte, nous allons présenter les urgences drépanocytaires. Comment éviter l'errance thérapeutique dans nos hôpitaux? Alors, ce thème n'est pas très éloigné des deux premiers. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas à ce jour? Ou moins, pourquoi est-ce que le personnel n'est pas suffisamment équipé pour comprendre les crises vaso-occlusives que vivent les drépanocytaires? Pourquoi est-ce que ce personnel, en plus de la nécessité de comprendre quelle est la cause des symptômes observés chez le drépanocytaire, il doit appliquer à ce dernier un protocole standardisé et approprié. Et donc, c'est lorsque tout cela est respecté qu'on peut arriver à éviter une errance thérapeutique en milieu hospitalier. Euh, Ce qui fait que pour parler d'urgence drépanocytaire, on évoque en quelque sorte ici cette détresse, ce cri que des milliers de drépanocytaires vivent chaque jour. C'est-à-dire, on ne parle pas des crises que ces derniers vivent à la maison, on ne parle pas seulement des crises que ces derniers vivent en se baladant sur la rue, mais non, lorsque ces derniers franchissent le seuil de la porte du centre hospitalier qui est censé les secourir. Quels sont les signes de détresse que ces derniers vivent? Alors, il revient ici de poser la question fondamentale, est-ce que nos hôpitaux sont prêts à répondre efficacement à une crise drépanocytaire? Et lorsqu'on pose cette question, on peut se tromper, mais la réponse sera non. Et cela se justifie de plusieurs façons. Nous sommes dans quelle sous-région? Nous sommes dans quel pays? La drépanocytose est une maladie tropicale. C'est-à-dire, elle sévit beaucoup plus dans des pays où les revenus sont limités. Donc, nous n'accusons pas les systèmes sanitaires de notre pays, mais nous sommes dans une région où les moyens ne permettent pas. Tout à l'heure, j'ai relevé le coût de la thérapie génique pour un patient. Est-ce que nous disposons chacun d'1 milliard de francs pour mettre à la disposition d'un patient? Ou alors, est-ce que chaque patient disposerait de ce milliard pour avoir une solution jugée et standardisée suffisante pour le drépanocytaire? Donc, l'errance thérapeutique dont les patients sont victimes résulte d'un manque, pas seulement de la volonté, mais d'un déficit parfois de formation et parfois de la coordination de plusieurs disciplines. C'est la raison pour laquelle les séminaires comme celui-ci viennent non pas pour compléter, mais apporter leur modeste contribution pour permettre en quelque sorte au personnel de santé, je vais dire en formation ou déjà formé et en service, de savoir qu'il est important de rentrer de temps en temps se ressourcer sur comment prendre en charge ce type de patient qui est le drépanocytaire. Alors, dans l'errance thérapeutique, c'est ce parcours de soins chaotique et inefficace, très souvent inadapté, qui ne parvient pas à soulager les crises chez le drépanocytaire et donc augmente le risque des complications
les rendant le plus souvent graves. Lorsqu'on parle des crises vaso-occlusives chez le patient, on a l'habitude de voir chez les enfants les dactylites, c'est-à-dire des mains qui gonflent les mains et les pieds. C'est le signe le plus courant chez l'enfant. Et il serait peut-être pas juste, mais on ne doit pas casser ces chiffres. Si 4000 drépanocytaires naissent chaque année au Cameroun, en moyenne 4000 également décèdent, cet équilibre montre que nous n'avons pas encore la maîtrise de la chose. Et donc, on se rend compte que la plupart des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. Comment est-ce qu'on accuserait seulement l'errance thérapeutique? Beaucoup de pays ou beaucoup de systèmes de santé dans plusieurs nations l'ont compris et ont bénéficié ou alors ont développé d'autres mesures de formation. Notre pays également, au Cameroun, l'a fait et on va saluer ceux qui ont déjà emboîté le pas. Pourquoi est-ce que cette errance thérapeutique continue de perdurer malgré les solutions entreprises ici et là? Dans cette étude, nous avons relevé trois facteurs principaux. Le tout premier, c'est la banalisation de la douleur du drépanocytaire. Vous n'avez peut-être pas été à côté de l'un d'eux, mais l'entourage a tendance à estimer que le drépanocytaire exagère lorsqu'il se plaint de douleur. Et ça, c'est injuste. C'est injuste pourquoi? Parce que je vais dire qu'à un certain âge, le drépanocytaire a déjà développé la facilité, je vais dire, de contrôler cette douleur. Ce qui fait que vous pouvez le voir sobre, il vous regarde droit, il est debout. Vous lui demandez, vous, personnel de santé, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau est-ce que tu peux évaluer ta douleur? Il vous dit 9. Vous le voyez debout, vous estimez que oui, selon ce qu'on vous a appris à l'école, à 9, il ne pourrait être debout, il serait en train de crier, et donc vous dites que non, cette évaluation est biaisée. Mais laissez-moi vous dire que non. Non, c'est juste ce patient-là qui s'est refermé sur lui, il a compris que cette douleur est sienne, il doit vivre avec. Alors, le deuxième facteur, le manque de protocoles hospitaliers adaptés. Je ne vais pas dire c'est totalement absent, mais toutes les structures hospitalières n'en disposent pas dans nos zones, dans zones tropicales. Nous avons des centres de référence. Nous avons même des pavillons spécialisés. Je vais faire un coup de chapeau à l'hôpital La Quintine de Douala qui a pris le pas là-dessus. À côté, il y a l'hôpital général de Douala. Mais à côté, nous avons, je ne vais pas parler des hôpitaux de district, des centres médicaux d'arrondissement, mais des centres de santé autres, où parfois ceux qui sont à proximité, à côté du patient, ne sont pas toujours équipés, non pas du matériel, mais aussi du personnel qualifié pour gérer des crises. Ce sont les premières raisons qui ont motivé le choix de ce thème cette année. Je vous dirais que certains personnels fuient la dépendance ou le drépanocytaire a été hospitalisé dans certains centres de santé, juste parce qu'ils ne savent pas comment en prendre soin. Ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, c'est devenu pour certains un sujet de curiosité, comme une bête de foire. Il faut, juste par manque de savoir-faire, comment est-ce qu'il faut prendre ce dernier en charge? Non, ça c'est la deuxième cause. Et enfin, la troisième cause que nous avons relevée, c'est l'absence des formations continues du personnel soignant. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait une formation classique, qui peut même aller jusqu'à bénéficier d'une spécialisation, et cette spécialisation, pourtant, ne dit pas que tous vos patients seront toujours ceux du domaine pour lequel vous vous êtes spécialisé. Et quand le drépanocytaire crie à l'aide, il n'y a pas un personnel de santé qui dit, moi, je suis infirmier spécialisé pour la gestion des crises du drépanocytaire. Il n'y a pas un médecin qui dirait, moi, je suis sorti d'une faculté de médecine spécialisée pour gérer spécialement les crises du médecin. Il vous voit habillé en blouse, il a besoin d'aide. Et vous devez être en mesure de lui apporter cette aide-là. Et cela, nous ne reprochons pas la formation reçue dans ces écoles, mais nous disons, lorsque vous êtes sortis, continuez à vous faire former, suivez des séminaires, allez au symposium, aux conférences pour apprendre à prendre en charge ce type de patient qui ne fait pas semblant. Alors, il y a des témoignages. Nous allons prendre quand nous avons voilé les noms. Cette demoiselle de 16 ans qui a pris près de 6 heures en salle d'attente, juste parce que la douleur n'a pas été contrôlée à temps. Elle est décédée malheureusement d'un syndrome
thoracique aiguë. Je relève là que c'est l'une des complications des crises vaso-occlusives chez l'adulte et c'est la première cause de décès chez le drépanocytaire, le STA. Et cette situation n'est pas isolée, il y en a plusieurs. Et cette dernière traduit dans cette impérieuse nécessité d'un changement structurel fondé sur la standardisation et la compassion de la réactivité face à une crise du drépanocytaire. Personnellement, j'ai des expériences vécues dans ce sens-là où je vais pas entrer dans les détails, mais je vous dirai parfois, si vous êtes personnel de santé et que vous me suivez, le simple pansement, je dis bien le simple pansement que vous faites selon les règles de l'art, celui qu'on vous a appris, ce simple pansement que vous faites à tout le monde peut déclencher une crise vaso-occlusive chez les drépanocytaires. On vous a dit ce pansement ne doit pas être lisse, il doit être légèrement serré. Mais attention, chez le drépanocytaire, lorsque vous l'avez serré, il faut contrôler. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le type de vêtement, le type de salle, le type de dépendance dans laquelle le drépanocytaire se trouve peut augmenter le risque de complications. Il est venu juste pour un contrôle de routine, la façon dont vous l'avez reçu, la façon dont vous l'avez traité, cette façon que vous appliquez pour traiter tout le monde, tous vos patients, qui en principe n'est pas reprochable. Mais cette façon de faire, lui, est en quelque sorte, lui met en danger. Et c'est ce qui doit changer. Ce qui fait que nous ne détenons pas cette science infuse de définir le protocole standard, mais il y a le minimum que nous pouvons relever en termes, du moins des critères que devrait remplir le protocole de prise en charge du drépanocytaire pour éviter donc cette errance hospitalière. D'abord, un tri rapide des patients drépanocytaires à l'accueil. Ça veut dire que j'interpelle là non seulement le personnel de santé, mais aussi le drépanocytaire. Je commence par le drépanocytaire. Si vous arrivez en salle d'accueil, signalez déjà au personnel de santé que vous êtes drépanocytaire avant même de présenter votre complication. Maintenant, au personnel de santé, lorsque vous avez reçu un patient drépanocytaire, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir, mais à ce moment-là, remettez à table ce que vous connaissez sur la gestion des crises chez le drépanocytaire. Comprenez quel est son cas et faites de ce cas une priorité parmi vos patients reçus. Alors, le deuxième critère, ce protocole doit présenter un traitement antalgique rapide et progressif. Parce que la douleur, en principe, n'est pas une maladie, mais peut devenir une maladie à un certain niveau. Ce qui fait que si vous n'arrivez pas à contrôler prioritairement la douleur chez le drépanocytaire, cette douleur va générer toute une série de complications que vous aurez du mal à calmer dans les heures prochaines. Alors, l'hydratation contrôlée. Lorsqu'on parle d'hydratation ici, il n'est pas seulement question de boire de l'eau, mais également, il est question, il y a des médicaments aujourd'hui, le fameux produit Hydrea. Non seulement il augmente l'hydratation cellulaire, mais ce produit, il a la capacité de stimuler, encore aujourd'hui, le gène dormant de l'hémoglobine fœtale. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que les enfants ne font pas de syndrome thoracique, c'est parce qu'à un certain âge, ils possèdent encore l'hémoglobine fœtale qu'on appelle l'hémoglobine F. Alors, c'est tout produit capable de stimuler une légère production de l'hémoglobine F est important pour le drépanocytaire. De même, ce protocole doit inclure une surveillance continue. Je ne vais pas revenir en détail. Barbara a insisté là-dessus et de manière très détaillée. Et la saturation en oxygène, la vérification des constantes, ainsi de suite, les signes neurologiques. Et enfin, ce protocole doit permettre une mobilisation précoce d'un référent drépanocytaire dans l'établissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous recommandons que chaque structure hospitalière ait au moins un référent dans le personnel de santé. De telle sorte que lorsqu'on a un cas drépanocytaire, qu'on sache que celui-là, il est plus approprié, de telle sorte que même s'il est de repos, qu'il puisse intervenir pour ce cas. Donc, voilà ce que nous allons relever. À côté, nous pouvons parler d'une thérapie psychologique. Nous avons insisté là-dessus l'année dernière lors de la troisième session. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais hier, j'ai eu la chance de suivre l'un des éminents acteurs dans cette lutte, le professeur Herrero. Il a relevé un fait et que je vais partager avec vous. Lorsque vous tombez,
Le premier réflexe est de nettoyer, quand vous êtes levé, la zone salie pour pouvoir avancer. Ce qui manque cruellement chez le drépanocytaire, parce que lorsqu'il a fait sa première crise vaso-occlusive, on s'arrange à détacher la douleur, on s'arrange à soigner les causes biologiques, on laisse la douleur mentale que ce dernier ressent. Et il a démontré que la prochaine crise peut s'avérer être très violente, juste parce que lorsque les symptômes commencent à se cumuler, le rappel de ce qu'il a vécu, associé à la douleur présente, font en sorte que la perception de la douleur est très élevée chez ce dernier. Nous allons féliciter là plusieurs programmes qui, pour certains, sont achevés, d'autres sont encore en cours. Je ne vais pas pouvoir les citer tous. Vous pouvez nous contacter plus tard pour plus d'informations là-dessus. La plupart de ces programmes visaient non seulement à dépister des cas de drépanocytose chez l'enfant, mais aussi d'assurer un suivi et une formation continue du personnel de santé. Certains sont internationaux, d'autres sont nationaux. Ça, c'est la première partie. Nous avons relevé un total de 10. Et les résultats ont été, je ne vais pas dire surprenants, mais à saluer. Et c'est dans cette ligne-là que nous-mêmes, nous nous alignons pour dire au personnel de santé qu'il doit continuer de se faire former pour la gestion des crises chez le drépanocytaire. Donc, il ne suffit pas de créer un protocole, il faut former et sensibiliser. Et ça, ce message s'adresse à qui? À chaque acteur hospitalier, le médecin, le clinicien, le pharmacien, tout personnel du paramédical. Et donc, il y a des programmes qui sont en cours. Nous n'allons pas les déployer ici parce que les déployer serait une forme de publicité. Nous n'avons pas de partenariat avec eux. Mais ce séminaire étant à visée sensibilisant, nous vous invitons à chercher ces programmes-là qui peuvent vous apporter un plus dans la prise en charge des crises chez le drépanocytaire. Ainsi donc, nous recommandons ici de mettre en place un protocole hospitalier standardisé et visible, accessible dans chaque service hospitalier. Nous recommandons de former un personnel de santé hospitalier à la prise en charge des crises drépanocytaires. Nous recommandons ici l'établissement d'un réseau de référents hospitaliers pour la coordination des soins d'urgence chez le drépanocytaire. Et enfin, nous recommandons vivement une collaboration avec les associations, non seulement celles des patients, les organisations non gouvernementales qui portent ici un plaidoyer national ou international qui peut permettre de lever cette voix, d'amener tout le monde à comprendre la nécessité de s'investir dans la lutte contre la drépanocytose. Oui, c'est une maladie silencieuse dont on peut mourir faute d'attention. Et il est temps de faire entrer la drépanocytose dans les priorités hospitalières de nos systèmes de santé. Euh, Nous touchons à la fin de cette présentation. Nous espérons n'avoir pas été trop long. Et comme notre programme le signale, euh, nous sommes à la phase d'échange. C'est l'occasion. Si vous avez retenu vos questions depuis, elles ne me seront pas forcément adressées, mais vous pouvez adresser vos questions à tout le panel. Donc, si vous êtes là, vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à activer simplement votre micro et poser votre question. Alors, je vais aussi préciser, le séminaire, il est enregistré. Il sera publié. Une fois publié, le lien vous sera renvoyé. Vous pouvez le partager pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer de s'acquérir de ce qui a été dit ici aujourd'hui. Donc, nous sommes à la phase d'échange. Je sais pas, mademoiselle Barbara est là avec nous. Docteur Itaga, avec nous. Je vois Oui, je suis là, là. parmi les invités, Lucrèce Diatsa, je vois Mama Komna Augustin, je vois Nibel, je vois Pakedju, Patricia Kochele, Domo Vundi, ça c'est quelques-uns. Est-ce qu'il y a des questions?
Mon cher, Allô, bonsoir à tous. oui, bonsoir. Je suis Boni Zangé, physiologiste. Je voudrais vous féliciter déjà pour l'initiative. Je suis arrivé un peu en retard pour les problèmes liés à la connexion. Mais j'ai suivi entièrement Joseph Evega, que vous appelez Mademoiselle Barbara, et Oui, le docteur Mbok. Donc j'ai un sentiment de fierté pour les quelques éclaircissements que cette présentation m'a apportés. À la sortie, j'ai quelques questions. oui, Déjà parlant de l'hydratation des patients, elle a recommandé que les patients devraient boire beaucoup d'eau pour fluidifier le sang en rapport avec la viscosité du sang. Bon, là, j'ai pas très oui. bien compris la relation entre la fluidité et la viscosité du sang. Si elle peut revenir là-dessus, c'est ma première question. La deuxième, elle a parlé d'un programme qui est en cours, qui a entre autres objectifs permettre une meilleure qualité de la vie du drépanocytaire. Ceci en apportant le mieux au mieux et pour le mieux les améliorations dans les soins, dans les traitements des drépanocytaires. Et je voulais demander, est-ce que seul le traitement est suffisant pour apporter une meilleure qualité de la vie dans la vie du drépanocytaire? Est-ce que ce programme n'inclut pas le côté psychologique du patient, mais également le côté accompagnement social et professionnel pour ceux des drépanocytaires qui non seulement ont la maladie comme problème, mais qui en société ont également d'autres problèmes, les problèmes d'insertion, les problèmes d'emploi, les problèmes de vie de famille. Est-ce que ce programme n'a pas inclus ce volet-là? Si oui, ou sinon, comment on peut améliorer effectivement la vie du drépanocytaire au-delà des soins qu'on pourrait lui accorder? Ça, c'était la deuxième question. La dernière, la toute dernière, puisqu'elle est dans le domaine, je voudrais, ça c'est une question personnelle, savoir quel est le protocole de traitement de la drépano en vigueur au Cameroun et à combien il coûte par mois pour les enfants ou pour les adolescents ou les adultes drépanocytaires. Donc voilà pour ma première prise de parole des questions formulées à Mademoiselle Evega. Merci. Oui, merci, merci pour cette intervention. Mademoiselle Eve Gaëlla, c'est vrai que vu que nous sommes à la phase finale d'échange, euh, il y a certaines questions où je vais dire tout le monde, là même nos invités pourraient répondre. Euh, à défaut, je peux rapidement apporter ma modeste contribution, surtout sur la dernière question concernant le programme national. En fait, c'est un programme international. Il n'est pas seulement au Cameroun. Et ce programme, il est financé par la Fondation Pierre Fabre. Et ce programme, il vise à former le personnel de santé. Il vise à équiper les hôpitaux du nécessaire pour le diagnostic de la drépanocytose. Donc, il ne s'étend pas sur la prise en charge, malheureusement, même si on aurait aimé, mais il se limite à la formation et à l'équipement pour le dépistage chez le drépanocytaire. Ceci nous ramène un peu au niveau du coût. On ne saurait évaluer le coût du traitement standard pour le drépanocytaire parce que c'est un contrôle de routine qui est recommandé au drépanocytaire vu qu'il n'est pas aisé d'entrer toujours dans le traitement. Par exemple, tout le monde n'a pas les moyens pour faire la thérapie génique ou la greffe de moelle osseuse. Donc, il est recommandé, par exemple, déjà un dépistage très rapide. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui certains structures hospitalières qui sont spécialisées pour la détection anténatale et même néonatale, gratuitement. Donc, lorsque c'est détecté très tôt, il est recommandé de prescrire l'antibiothérapie chez l'enfant jusqu'à l'âge de l'adolescence. Il est recommandé à l'enfant de prendre de manière standard de l'acide folique, Accfol, de manière régulière.
de prendre constamment le produit Hydrea pour augmenter ou faciliter l'hydratation cellulaire. Maintenant, à côté, il y a d'autres complications qui peuvent survenir et ces dernières seront traitées au cas par cas. Vu que ce n'est pas la solution définitive, on ne saurait évaluer le coût que cela apporte aux patients drépanocytaires ou à ses proches. Donc voilà ma modeste contribution pour ces deux points. Je pourrais en dire suffisamment, mais je suis sûr que mademoiselle Barbara est égal à dire. Allô? Oui, merci. Merci pour ces éléments de réponse. J'attends la suite. Alors, je vais déjà le signaler. Euh, mademoiselle Barbara, elle nous a signalé parce qu'elle a, étant occupée à Douala, elle s'est déplacée ce matin pour Yaoundé où elle nous a signalé qu'il y avait une panne d'électricité. Parce que quand je regarde parmi les invités, j'ai du mal à la voir. On est un peu plus nombreux. Je crains que peut-être sa batterie n'est tenue que pour la présentation. Donc, le temps de voir si elle va nous rejoindre. Je vais revenir sur la première préoccupation qui portait sur l'hydratation, la fluidité et la viscosité du sang. Alors, lorsque l'oxygène vient à manquer aux globules rouges dans le sang, ces derniers se déforment et ce processus de déformation les amène à occuper un peu plus d'espace dans le sang. Et c'est ceci qui fait en sorte qu'en se déplaçant, surtout dans les petits vaisseaux sanguins, ils vont boucher ces vaisseaux. Et donc, on a un problème de viscosité du sang, le sang qui est devenu lourd et c'est ce qui va entraîner la crise vaso-occlusive chez le patient. Ce qui fait que la consommation d'eau augmente le volume total du sang. Essayons d'imaginer ça dans un cas simple. Imaginons un verre d'eau qui contient 5 morceaux de sucre comparé à tout un gobelet, un grand gobelet qui contient les mêmes 5 morceaux de sucre. On peut imaginer lequel sera beaucoup plus fluide et lequel fera moins de dégâts lors de son déplacement dans la circulation sanguine. Donc, la diminution de la viscosité va augmenter la fluidité du sang grâce à cette hydratation. C'est pour ça que l'hydratation est recommandée chez le drépanocytaire. Voilà, s'il y a une autre contribution, ça c'est la mienne. Voilà, et mes soupçons pourraient être fondés. Je n'arrive plus à voir mademoiselle Evega avec nous. Tout de même, s'il y a d'autres questions, nous sommes disposés et disponibles. Voilà. Et déjà, je vais signaler que l'arrêt du séminaire ne marque pas la fin des questions. Nous sommes toujours dans la mouvance. C'est le mois de la lutte contre la drépanocytose. Déjà, la journée en elle-même est célébrée demain le 19. C'est juste pour éviter que, parce que demain, là, ce sera saturé. Quand on parle de célébration, c'est la fête. Moi, je serai à la fête. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu travailler, faire la veille, en quelque sorte. Donc, les questions, vous pourrez toujours nous contacter par nos numéros que vous connaissez bien. Vous avez reçu à travers le flyer. Nous allons continuer de satisfaire, même après la fête, parce que nous travaillons 365 jours sur 365. Donc, si après avoir suivi, ou alors si plus tard vous nous suivez et que vous avez des questions à poser, n'oubliez pas, n'hésitez pas à revenir nous les poser. Voilà. Alors, nous avons prévu de travailler sur 1 heure. Nous avons légèrement débordé. Nous nous en excusons. Il faut faire un petit compte rendu et présenter quelques recommandations, des résolutions et perspectives. Alors, parvenu au terme de ce séminaire, nous signalons déjà que c'est le quatrième organisé par REP EMA Cameroun. Ça, c'est depuis 2022. Nous avons travaillé sur le thème ensemble contre la drépanocytose. Et ici, nous avons mené des actions de sensibilisation, aussi bien scientifiques que communautaires. Et nous avons eu 3 thèmes, ou je vais dire sous-thèmes, qui ont permis de répondre à la question majeure qui était posée dans le thème.
Nous avons reçu un total de 263 inscriptions en ligne et des personnes venues de divers pays africains. Je sais que toutes ces personnes n'ont pas pu être là. Peut-être vous l'avez constaté vous-même. Nous promettons que cet enregistrement sera publié et ceux qui n'ont pas pu assister vont pouvoir suivre et pourraient revenir pour d'éventuelles questions. Le séminaire a été enregistré. Alors, à l'issue des échanges au nom de REP Iman, nous pouvons formuler quelques recommandations. La première, il est important d'intégrer un protocole national de prise en charge des drépanocytaires dans tous les hôpitaux de notre région et sous-région. Il est important de mettre en place des formations continues obligatoires pour le personnel soignant et pour les urgences drépanocytaires. Il est vital d'encourager la recherche locale sur les plantes et substances naturelles aux effets anti-inflammatoires, antioxydants, celles-là qui ont démontré un potentiel pharmacologique important pour lutter contre certains symptômes les plus sévères et les plus clinchés, le drépanocytaire. Maintenant, aux autorités politiques, nous recommandons ici de reconnaître la drépanocytose comme problème de santé publique et prioritaire au Cameroun. Et certains pays l'ont déjà fait. Nous recommandons ici de créer un fonds d'appui aux familles drépanocytaires afin de soulager les coûts récurrents des soins. Aux autorités communautaires, nous recommandons de renforcer la visibilité des associations et des patients via les écoles, les lieux de culte, les mairies, de promouvoir le dépistage néonatal systématique et la conseillère génétique prénuptiale dans les formations sanitaires. Et de notre côté, nous nous engageons à mettre sur pied un comité national de veille communautaire sur la drépanocytose. Nous nous engageons à élaborer un manuel de prise en charge de la drépanocytose en français et en langue locale pour permettre en quelque sorte ici au personnel des formations sanitaires primaires de pouvoir subvenir en urgence aux premiers soins du drépanocytaire, le temps de voir s'il faut référer le patient ou pas. Et également, nous continuerons d'organiser des forums nationaux sur la lutte contre la drépanocytose par la sensibilisation ou par la formation. Donc, à court terme, nous allons vous informer régulièrement sur des campagnes et des programmes gouvernementaux visant à dépister gratuitement la drépanocytose. Avec le temps, nous nous proposons également d'entrer dans la distribution des kits de premiers secours drépanocytaires aux familles vulnérables. Nous avons déjà dit, le manuel est en cours de rédaction et sera publié. Déjà, tous ceux qui ont participé, en plus de l'attestation que nous allons vous envoyer, nous allons associer ce manuel de prise en charge de la drépanocytose. Et également, nous allons militer pour que la lutte, cette maladie, la sensibilisation passe non seulement par la recherche, mais également intègre les programmes scolaires, que ce soit au primaire, au secondaire, au supérieur, même dans les centres de formation, que ce soit beaucoup plus que ça l'est déjà, parce que nous n'allons pas négliger le fait que oui, certains programmes en parlent à ce moment. Donc, nos actions continuent. Depuis 2022, nous tenons des séminaires en ligne, et des conférences en présentiel. Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2025 pour une conférence en présentiel. Nous espérons que vous serez disponible et en juin 2026 pour la 5e session du webinaire REP EMA Cameroun. Donc, vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes comme les autres l'ont fait, que ce soit dans la plupart des réseaux sociaux courants dans notre pays. Vous pouvez également suivre nos activités. Nous avons la Minute DREPA, où nous envoyons des conseils régulièrement, des alertes climatiques pour prévenir le drépanocytaire de se mettre à l'abri. Donc, ceci marque en quelque sorte la fin de notre travail que nous avons prévu aujourd'hui. Nous allons dire la drépanocytose est un combat de santé, mais c'est un combat pour la dignité et la justice sociale. Les drépanocytaires qui sont présents, nous pouvons nous en occuper, mais cessons d'en fabriquer. Cessons d'être des machines de fabrication des drépanocytaires. Faisons notre test de dépistage d'électrophorèse de l'hémoglobine. Vérifions si nous pouvons transmettre ce gène et prenons des mesures responsables
pour éviter d'être ceux-là qui vont continuer à fabriquer les drépanocytaires en attendant d'avoir des solutions concrètes sous la main. Donc, merci à tous les intervenants, Dr Itaga, Mademoiselle Evega Barbara et Lélé. Merci à tous les participants et merci à toute l'équipe technique de REP EMA qui a permis à ce que ce séminaire se tienne aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour le 5e webinaire de REP EMA. Sur ce, nous vous remercions pour votre participation. Mhm. Mhm. OK. Si vous êtes là, vous pouvez quand même activer votre micro, ne serait-ce que pour dire au revoir. Nous arrivons au terme. Bye bye. Ok, merci beaucoup. Mhm. OK, Merci merci. aussi. Merci. Rendez-vous à la Bonne soirée à prochaine vous. session. Mhm. D'accord. Ce fut très édifiant. Mhm. Merci.